Il y a tout. Il y en a marre, le peuple en a marre de tout. Du pass, de la vie trop chère, l'essence, on n'en parle même pas. Il y a 3 ans, on était dans la rue pour ça. Là, il n'y a personne qui se soulève. On va où? Ils vont nous pomper tout notre fric. Il faut qu'ils nous le rendent. Il y en a marre. C'est bon, stop. Salut Gémile. Salut Théo, ça va? Ça va et toi? Ouf, sacré week-end, mais ouais, ça va. Ben, raconte-le nous. Bah déjà, bonjour aussi aux gens qui nous regardent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce petit truc-là, un petit reportage chronique. Alors, comme tu l'as dit, samedi dernier, le 12 février, accompagné de Benoît de Verly à la caméra, je suis allé au cœur des mobilisations parisiennes qui promettaient d'être gonflées par la participation des convois de la liberté venus de partout en France. Alors, ces milliers de personnes en moto, voitures, camions, camping-cars qui se sont réunis un peu partout dans le pays ces derniers jours afin de monter à la capitale, comme ils disent, et faire pression sur le gouvernement avec... dans le viseur, le pass vaccinal et la vie chère. En gros, c'est le grand retour des Gilets jaunes. Alors, oui et non. Oui, parce que les revendications et les méthodes d'action sont plutôt similaires au fond. Et non, car ça fait quand même déjà 4 années. 4 années se sont écoulées depuis les Gilets jaunes de 2017. Et en plus de cela, un quinquennat politique particulièrement violent, ainsi qu'une pandémie mondiale. Et quand même, tout ça, ça a profondément marqué une large partie de la population, et notamment celle qui a constitué les Gilets jaunes du début. Cette France dite périphérique, qui ne se sentait déjà pas représentée au départ par les institutions politiques et médiatiques à l'époque, mais qui depuis a été maltraitée, méprisée, violentée. Forcément, ça laisse des traces qui changent la matrice des choses. Alors, chez toutes les personnes que j'ai pu rencontrer samedi, une bonne quinzaine, presque 20, sur les 3 manifestations que j'ai faites du coup samedi, malgré les grosses différences en termes de marquage politique entre ces manifestations, on y viendra juste après, il y avait une même énorme colère chez tout le monde et une fracture gigantesque entre eux et le pouvoir actuel, voire entre eux et le pouvoir tout court. Je vous propose d'écouter, pour commencer, Karine, venue avec le convoi de Bordeaux, que j'ai croisé dans le premier cortège, celui des Gilets jaunes, parti de Place d'Italie, dans le sud de Paris. Il y a tout. Il y en a marre, le peuple en a marre de tout. Du pass, de la vie trop chère, l'essence, on n'en parle même pas. Il y a 3 ans, on était dans la rue pour ça. Là, il n'y a personne qui se soulève. On va où? Ils vont nous pomper tout notre fric. Il faut qu'ils nous le rendent, il y en a marre, c'est bon, stop. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mouvement parce qu'ils se disent que ça doit passer par les urnes et les urnes c'est au mois d'avril, on pourra choisir le changement. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes? Oui, il faut passer par les urnes, mais il faut qu'ils nous mettent des élus pour qui on va voter là. Il n'y a personne, ils ont tous des casseroles au cul. Est-ce que c'est normal qu'en politique on ait des casseroles au cul alors que nous, en pauvres citoyens, dans notre pauvre petit métier, on nous demande un casier vierge? C'est inadmissible. Moi, je dois avoir un casier vierge pour mon travail. Qui est? Assistante maternelle. Je suis toute seule avec 2 enfants. On me demande un casier vierge pour mon travail. Eux, ils dirigent le pays et ils ont des casseroles au cul. On va où? Et ben voilà, ce sentiment de dégagisme, de tous pourris, je l'ai retrouvé chez une majorité de manifestantes et de manifestants qui d'ailleurs étaient assez rares, parce qu'on a discuté encore avec cette dame, à réellement connaître le parcours de chacun des candidates et candidats à la présidentielle. Quand bien même il y a un fossé entre Anastasie, Nathalie Arthaud et Marine Le Pen de l'autre côté, entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, le désenchantement en fait est souvent total pour beaucoup d'entre eux, d'où la détermination de ces nombreux manifestants venus de partout en France. Alors, est-ce que les véhicules des convois ont pu entrer dans Paris? Et là aussi, c'est oui et non en même temps. Alors, on accède, pour comprendre, parce qu'on n'est pas tous de Paris, ceux qui nous regardent ce matin, on accède à Paris par des portes. Des portes, la capitale en comporte 40 principales. Alors, impossible pour la police et puis l'allemand de toutes les surveiller et encore moins de les bloquer. Le préfet l'allemand, avait interdit aux convois, on l'a vu, on l'a suivi, l'accès à Paris intramuros. Évidemment, à 60 jours du premier tour des présidentielles, comme tu l'as dit en intro, voir surgir un mouvement pareil de contestation populaire, sans leader, etc., a dû donner des sueurs froides au président pas encore candidat, mais candidat quand même, Emmanuel Macron. C'était donc une décision politique avant d'être une mesure de sécurité publique. On a tous pu voir samedi sur les réseaux sociaux les images de la police, qui communiquait d'ailleurs elle-même, arrêtant arbitrairement tout ce qui semblait être des manifestants sur le périphérique parisien. Le compte Twitter de la préfecture de police tweetant à gogo toute la journée pour mettre en scène la dissuasion sans effet. Gérald Darmanin lui-même a annoncé en fin de journée 337 verbalisations et 54 interpellations opérées par les 7200 agents de police déployés sur Paris et notamment des blindés de la gendarmerie dans le secteur de l'Élysée. Bon, mais de nombreuses personnes ont quand même pu rejoindre les cortèges parisiens sans leur véhicule parqué en banlieue.
Alors tu dis des cortèges parisiens, ça veut dire qu'il n'y avait pas un seul point de réunion? Non, il y en avait 5, 6, j'en ai compté presque 8. Alors pas tous du même truc, mais en tout cas à Paris, il y a eu 8 manifestations ce jour-là. En effet, du coup, il faut quand même recadrer la chose. Chaque samedi, parce que c'est pas ce samedi-là, depuis des mois s'organisent à Paris plusieurs manifestations anti-pass sanitaire, anti-pass vaccinal désormais. Elles sont organisées simultanément et en parallèle à des endroits différents de la capitale, malgré des mots d'ordre similaires. J'en ai, moi, décidé d'en visiter 3 samedi dernier, 3 manifestations différentes pour 3 publics différents, selon leur sensibilité politique, on y viendra un peu plus tard, mais où le rejet du pass vaccinal et du gouvernement est partagé par toutes et tous. Alors là, vous voyez à l'écran, avec Benoît derrière la caméra, on a commencé par le cortège des Gilets jaunes, sans leader, sur la place d'Italie, très encadré par la police. Où, comme régulièrement, dans ce cadre-là, des heurts ont éclaté entre manifestants et policiers, alors que, encore une fois, l'ambiance était bon enfant, hein, Jean Lattèche était là, et que même un service d'ordre, Gilets jaunes, était présent pour éviter que la foule bloque la circulation, avec un certain succès d'ailleurs, hein, mais ça n'a pas empêché des tirs de grenades lacrymogènes. Alors nous sommes restés longtemps dans ce cortège, à un moment d'ailleurs, avant d'aller jeter un œil sur les Champs-Élysées, on est passé par, on a migré vers le cortège de Florent Philippot à mi-chemin d'ailleurs. Hein. Elle était autorisée, cette manifestation de Philippot, comme à chaque fois dans les très beaux quartiers de la capitale, avec un parcours passant carrément devant la pyramide du Louvre. Privilège. Écoutons Florence, une manifestante, elle, que j'ai croisée place d'Italie et que j'ai retrouvée ensuite dans le cortège du Palais Royal. Non, c'est pas la première fois. Non. C'est une manif où je viens depuis plusieurs moments parce que j'ai fait pendant longtemps celle des Gilets jaunes et que j'ai vu la tension monter de plus en plus, entre autres côté policier, et que j'ai un certain âge et que ce que j'ai vu d'ailleurs l'année dernière en avril à la manif des Gilets jaunes, contre les mesures du gouvernement, c'était le début des braves et tout ça, et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs de l'époque où moi j'étais dans les manifs étudiantes et tout ça, et où on avait les voltigeurs de Pasqua à l'époque, et j'ai plus l'âge que j'avais à l'époque, j'ai un fils, j'ai eu des problèmes de santé et tout, et je peux pas me permettre de me retrouver dans des manifs qui peuvent dégénérer. J'ai fait d'ailleurs jour de colère à l'époque, et j'ai juste eu le temps de partir avant qu'ils nous nassent. Donc voilà, je veux pas vivre ces choses-là à l'âge que j'ai, et voilà. Pourtant, tu y étais tout à l'heure à l'autre manifestation, mais tu viens... Je la traversais, en fait. Je l'ai traversée et on va dire qu'on tâtait un peu, justement, on tâtait le terrain pour voir, voilà, parce qu'ils étaient près de chez nous et que pourquoi pas, plutôt que de prendre le métro, joindre un cortège, voilà, qui passait dans le coin. Mais non, quand j'ai vu comment ils étaient encerclés et tout, j'ai préféré retourner à une manif qui est réputée plus calme. Voilà. Alors Gémile Legendre défilerait donc derrière Philippot pour éviter les violences policières? C'est ce qu'elle nous explique, en partie, mais pas tous, hein, loin de là. En parcourant ce cortège avec Benoît, j'ai une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois que j'y vais, pu observer qu'il rassemblait, ce cortège de Philippot, une autre catégorie de manifestantes et manifestants. Alors oui, il y a des personnes qui y vont, comme Florence l'explique là, pas forcément sensibles aux idées de Philippot, aux idées de l'ex très proche de Marine Le Pen, il faut le préciser, mais qui viennent pour être tranquilles, effectivement. Mais il y a aussi, comme on le voit à l'écran, une population plus âgée, surtout d'ailleurs plus âgée, politiquement plus conservatrice, je dirais même bourgeoise, plus bourgeoise. Dans ce cortège, on retrouve de nombreuses personnes endimanchées, comme on dit, venues en famille, pour elles aussi manifester contre le pass et contre Macron. Mais là encore, difficile de dresser un portrait robot, tant les manifestants sont variés finalement. Hein. Retrouvons une nouvelle fois Florence, que je questionnais sur la singularité de ce cortège anti-pass, qui est le seul à être organisé par un parti politique, mené par un homme ex-FN, encore une fois, qui a des ambitions politiques. Pour moi, déjà, c'est quand même le seul parti politique qui a fait en sorte d'organiser quelque chose où les gens sont dans la rue. Où je pense que beaucoup de manifestants sont là aussi, parce que ça fait un petit moment maintenant que je viens à ces manifs, donc j'ai vu les rangs grossir petit à petit, et je pense qu'il y a des gens qui sont venus bien sûr par rapport aux effets piqûres, hein, première dose, deuxième dose, troisième dose, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui viennent dans cette manif-là parce que justement ils savent quelque part un peu comme moi, quoi, en fait, qu'ils craignent beaucoup moins, mais que d'un autre côté, par contre, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue et que les médias mainstream qui nous propagent toute la journée le discours de Macron, petit à petit, s'ils viennent franchement filmer, ils verront bien qu'il n'y a pas 3-4 personnes dans la rue. Et peut-être même pas que 3-4 000, peut-être encore plus. Donc quelque part, même si certains disent que c'est peut-être une opposition contrôlée, hein, faut dire les choses comme elles sont, c'est ce que pensent certains, au moins ça montre quand même qu'il y a une contestation des gens.
Alors, il n'y a pas d'antivax, il n'y a pas de complotistes. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Jémile? Si, alors si, il y en a. Mais c'est teinté de nuances, hein, je veux vraiment insister là-dessus. Les constats que les personnes font en partant de leur vécu doivent être entendus et respectés. Les souffrances sont vraiment réelles, même si il est vrai que souvent, alors peut-être, j'ai pas eu de chance, peut-être à mon micro, mais bon, quasiment tout le monde identifier la source des problèmes qu'ils rencontraient dans leur vie de manière pour le moins étonnante par certains du coup. Écoutons Lily et Jérôme, 2 personnes parmi d'autres que j'ai pu interviewer ce jour-là, mais ces 2 personnes-là séparées à 2 moments différents, dans 2 cortèges différents, dans ce nouveau magnéto qu'on regarde maintenant. Qu'est-ce qui vous motive à venir à Paris aujourd'hui? Eh bien, notre liberté, hein, on vient la chercher. Hein. On n'a pas réussi à l'obtenir depuis 30 semaines consécutives de manifestations anti-pass. Là, on vient tous la chercher. Hein. Ils ont voulu nous diviser. Je crois qu'ils ont juste réussi à nous réunir. Hein. Est-ce que c'est la première fois que vous venez manifester à Paris? Non, c'est la 2e fois que je manifeste à Paris. Et j'ai fait quasiment toutes les manifestations de Rennes. On le Vous sait. êtes venu avec un convoi aujourd'hui Oui, ou le solo? convoi de Toulouse. D'accord. Voilà, c'était le trajet vert Toulouse-Paris. Et ça a été formidable, hein, même sur la route. Que des encouragements, mais vraiment, c'était sublime. Hein. Et je pense aussi que ça participe de l'un des seuls moyens potentiellement efficaces, en tout cas pour mettre fin à cette mascarade, à ceci près qu'il aurait fallu le faire dès le départ. Que de l'amour. On cherche à... Voilà, c'est le message qu'on veut faire passer. Mais Ça pourrait paraître flou, excusez-moi, pour beaucoup de personnes. Liberté, ça veut dire quoi en fait? En gros, on ne sait pas trop, vous comprenez? Votre revendication politique concrète? Le pass sanitaire, le pass vaccinal, hein. Là on va vers un génocide. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Quand vous dites mascarade, quelle est votre revendication principale en vérité pour qu'on comprenne bien? La fin de ce délire, parce que c'est une véritable imposture depuis le départ. Et on se sert d'un motif prétendu sanitaire, d'une prétendue apocalypse sanitaire qui est vraiment vendue comme telle, alors que ça ne trouve aucun écho dans la réalité factuelle. Peut-être dernière question, est-ce que pour vous, le Covid existe ou pas? Bien sûr qu'il a existé, parce qu'il a été fait pour attaquer l'homme. Hein. Il a été manipulé aux États-Unis avant de repartir à Wuhan et enfin être libéré pour qu'on soit tous contaminés. Donc c'est vrai, il était puissant, l'Italie, ils ont pris cher hein, au début. Mais voilà. Il y aurait une volonté derrière tout ça? Oui. Pour vous, il n'y a pas de problème sanitaire? Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. Ça veut dire qu'on exagère grandement la gravité de ce virus. Les chiffres, quels qu'ils soient, l'attestent. Et ça ne sert que de prétexte à un contrôle social total, tel que prévu et programmé par Klaus Schwab et sa bande de copains du Forum économique mondial. C'est leur plan, hein. C'est les Illuminati, c'est leur plan. Hein. Voilà, ils ont estimé en 1970 que face à toute la démographie, toute la croissance qu'on allait vivre, ils savaient très bien qu'en 2050, la Terre ne serait plus vivable pour l'homme. Hein. Donc il faut vraiment éliminer du monde. Ça ne marche pas très bien, mais c'est parce que les morts, il n'y en a pas suffisamment. Et il n'y en a pas suffisamment. Et la Terre est capable de supporter 18 milliards d'habitants. Il suffit juste d'être plus conscient de l'écologie et surtout de la pollution, éviter les circuits longs. Voilà, quand je vois qu'il y a des briques de lait qui partent en Chine, de France, voilà, on n'a qu'à leur envoyer des vaches une bonne fois pour toutes et ils font leur lait, quoi. Hein, voilà. Donc là, vous dénoncez quelque part un capitalisme, un libéralisme qui n'est pas bon. Mais complètement. Mais tout est fait pour enrichir les plus gros. Tout est fait pour... Et nous, à la fin du mois, on n'a plus rien, quoi. On n'a plus rien. Alors, on voit là, enfin, moi je vois, et avec en tête peut-être d'autres discussions que j'ai eues avec les personnes là et d'autres ce jour-là, que beaucoup de manifestants et manifestantes partent de problèmes socio-économiques parfaitement réels, mais dérapent sur l'analyse de la racine des causes. Enfin, selon nous, bien évidemment, extrapolant certains faits, ça c'est factuel, jusqu'aux théories du complot. Hein. Selon moi, ça illustre vraiment la décomposition et la déconnexion d'une partie de la population et leur lien avec le politique et leurs représentants. La faute aussi à leur abandon de la part d'une classe politique traditionnellement à gauche, proche du peuple, à la base. À la base, en tout cas. Est-ce que finalement, tu as pu arriver sur les Champs-Élysées? Oui, ça c'était le 3e point de la journée. Et évidemment, c'était le point le plus chaud sur Paris. Il y a eu une interdiction, je le rappelle, particulière de manifester depuis déjà un petit moment sur l'avenue des Champs-Élysées depuis l'épisode des Gilets jaunes en 2018-2019. On voit à l'écran une situation, du coup, avec cette carte, situation géographique, loin d'être anodine, puisque les alentours
de cette avenue comporte et concentre la plupart des ministères, le palais de l'Élysée et nombre d'institutions de pouvoir politique, économique et médiatique bourgeoise. J'insiste, nous par exemple, on est une instance médiatique, mais on n'est pas là-bas, on est à l'opposé de la ville. C'est la particularité du quartier d'ailleurs là-bas qu'on surnomme Triangle d'Or parisien. Nous y sommes allés avec Benoît, après avoir visité le cortège Gilets jaunes, du coup, pour résumer, partie de la place d'Italie, dans le sud de Paris, puis celui de Filippo, palais royal, vers 17h. Donc vers 17h, impossible d'y aller en métro sur les Champs-Élysées à ce moment-là, puisque tout était débloqué, fermé par la police. Le quartier est accessible uniquement à pied. On est arrivé du coup depuis le sud, depuis le... Merde, je vous ai oublié le nom de la place, le Concorde, autant pour moi. J'y vais rarement, tu vois, là-bas. Et en bas des champs, je croise à ce moment-là une manifestante qui descend l'avenue, qui repart chez elle finalement. Elle accepte de répondre à mes questions. On regarde maintenant. Pourquoi êtes venu aujourd'hui sur les champs? On a fait le convoi. Et c'était prévu qu'on vienne sur les champs, montrer à Macron qu'on n'était pas content. Et après qu'on reparte sur Lille et Bruxelles. Puis rapidement, du coup, vous avez fait tout ce chemin, mais pourquoi? Vous n'êtes pas contente de quoi en fait? Déjà qu'il faut un pass pour des endroits où je ne comprends pas, alors que dans le métro, là, on était entassés les uns sur les autres, on n'a pas besoin. Se faire vacciner, ils nous emmerdent si on ne se fait pas vacciner, alors qu'on peut attraper la maladie même en étant vacciné. Le prix de l'essence, le prix de l'électricité, le prix des loyers, les salaires, ça par contre, on n'en parle pas. Il ne doit pas savoir comment ça marche. Et le choix, parce qu'il y a eu 5 départs de manifestations dans Paris aujourd'hui, le choix des champs, tout près de l'Élysée, quel est le sens pour vous? Montrer qu'ils voyaient bien qu'on était là, parce qu'ils nous avaient interdit les champs surtout. Il nous a dit interdit de venir sur les champs. Non mais attends, interdit. Fallait nous laisser passer, on n'aurait pas fait de dégâts. En fait, c'est l'interdiction finalement ou l'obligation, c'est ça qui vous gêne? Oui, voilà, c'est ça. Ils nous laissaient passer, on n'aurait pas fait de dégâts, on aurait juste klaxonné. Alors, on est venu de Rennes, la seule chose qu'on faisait, c'est rouler à 40 km/h en klaxonnant. Les gens étaient au bord de la route, il n'y a eu aucun dégât. Et par dégâts, là, vous dites on n'aurait pas fait, il y a eu des dégâts? Quels dégâts Là, il y a eu des gaz de lancer, donc des trucs comme ça, c'est aberrant. Ah non, c'est la police, mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est montrer encore une image des manifestants, parce que c'est eux, ils vont dire que c'est à cause des manifestants. C'est encore les méchants manifestants qui ont empêché les gentils promeneurs d'aller sur les Champs-Élysées. Alors que nous, on s'est passé en klaxonnant, les gens nous auraient fait coucou et on aurait été contents. Et là, du coup, vous repartez avec quel sentiment? La colère, encore plus. Regardez-moi ça. On a l'impression d'avoir la milice allemande, là. Et en effet, on était encerclé de policiers. Alors si 7200 policiers étaient bien mobilisés sur la capitale, c'était principalement ici qu'ils étaient concentrés. Et avec eux, les moments les plus violents qui ont choqué. Alors tantôt, un policier braquant son arme de service sur un automobiliste portant un drapeau français. Tantôt, un autre agent brisant la vitre d'une voiture. Un autre, encore une fois, arrachant des mains et jetant à terre le petit drapeau bleu-blanc-rouge d'un conducteur à l'arrêt, etc. Beaucoup d'images ont tourné sur le réseau. Et pour beaucoup, ont été des symboles qui ont fortement choqué les personnes sur les réseaux sociaux. Mais la violence s'est faite encore plus dure, plus forte à d'autres moments que nous avons nous vécus, où par exemple, un homme a vu sa jambe cassée, littéralement fracturée lors d'une charge. Plus tard, un passant à scooter a été percuté par une grenade policière sur son casque à la tête et a perdu le contrôle de son véhicule, fonçant fonçant dans d'autres scooters garés sur le côté de la voie. Et des dizaines de personnes, hommes et femmes, ont été, même des enfants, ont été sauvagement agressés, molestés, gazés par de nombreux policiers. Tu as dit sauvagement. J'ai dit sauvagement, oui, j'utilise ce mot après avoir bien réfléchi, mais surtout après avoir vécu plusieurs heures de spectacle. Ce spectacle-là, samedi dernier jusqu'à tard dans la soirée, le haut de l'avenue des Champs-Élysées fut le théâtre absolument curieux où se mêlaient absurdité, ridicule et terreur. Comme vous le voyez à l'écran, avec Benoît, le cadreur qui m'accompagnait, nous n'avons pas pu compter le nombre de manifestants présents à ce moment-là, car il n'y en avait pas tellement au final sur les Champs-Élysées, car c'était des petits groupes de personnes parfois très difficiles en fait à identifier, mêlés aux touristes, nombreux eux encore une fois qui étaient présents, tout autant victimes d'ailleurs des grenades lacrymogènes lancées à la hâte, parfois à l'aveugle par la police, dont nombre d'agents provoquaient volontairement certains individus. Entre deux charges, je le rappelle, ou attaques de grenades, le calme revenait et les gens chantaient comme dans les belles heures des actes des Gilets jaunes au départ. Un joli chaos, en fait, finalement, où la circulation était ouverte, elle n'était pas interdite, où les touristes allaient et venaient
sans entrave, autre que celle de la police finalement. Côté manifestants, comparé par exemple au célèbre 16 mars, que tu te souviens j'imagine, le moment où le 2019, où le Fouquet's avait été, et d'autres commerces de luxe avaient été saccagés et ravagés, je ne l'ai pas vu de tag, pas vu une vitrine endommagée, pas vu de dégradation significative sur l'espace public, mais juste une occupation de l'espace public plutôt pacifique et bruyante évidemment. Et pourtant, une présence policière hors norme, virulente, très virulente, qui semblait se traduire une certaine panique au sommet de l'État, une volonté peut-être de fermeté extrême, alors que les élections approchent à grands pas. Merci Jémil. Alors d'ici demain soir, on aura, tu me l'as dit hors antenne, un reportage plus exhaustif sur cette journée. Ou alors tu as brûlé toutes tes... Non, j'ai pas brûlé toutes mes cartouches parce que vraiment là, ça a été chaud en fait de faire quelque chose de petit pour vous présenter ça en direct ici. Mais effectivement, il y a d'autres images, des autres interviews et puis un reportage plus détaillé pour revenir sur cette journée importante en fait qui sera en ligne sur le média demain soir. La journée où peut-être la Macronie a paniqué à 2 mois de la présidentielle. Je pense vraiment que c'est ça qu'il faut retenir de cette journée.